Bonjour, bonjour. À la poursuite de Novembre rouge, nous sommes allés au cours du mois de novembre au Nicaragua, en Argentine, à Cuba, au Venezuela, et nous allons maintenant du petit doigt toucher le sud du continent. Nous allons au Chili. Alors là, c'est pas forcément novembre rouge, hein, c'est plutôt novembre très bleu. Nous allons voir, donc il y a eu des élections présidentielles et législatives au Chili, où le candidat donc pinochetiste d'extrême droite est arrivé en tête avec 28% des voix, suivi de la gauche, du candidat de gauche, Gabriel Boric, avec 26% des voix. Il y aura donc un deuxième tour le 19 décembre. Et pour analyser ces élections, parler des enjeux politiques de cette élection au Chili, nous avons, pour ne rien changer, des invités de luxe sur les deux rives, puisque nous sommes avec Pierre Capanera. Pierre Capanera, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu parler du Chili sur les deux rives. C'est un analyste très très fin que j'aime beaucoup et qui nous inspire beaucoup aux deux rives en ce qui concerne le Chili. Et puis, nous avons évidemment Rosa Moussaoui, grande reporter à l'Humanité en ce qui concerne l'Amérique latine. Alors, chose très intéressante, c'est que les deux sont au Chili en ce moment. Donc, on ne leur raconte pas ce qui est en train de se passer à travers un ami, une dépêche d'agence ou quoi que ce soit. Ils sont sur place, ils vont nous raconter ce qu'ils ont vu et leurs analyses. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien. Bon, très bien. Eh bien, écoute, on est ravis de t'avoir parmi nous. En Rosa, même comment... temps, en Hein? même temps, il faut dire qu'hier soir, c'était la douche froide. Ce matin, la gueule de bois. Et maintenant, on reprend l'espoir. Bon, eh bien, écoute, tu peux prendre un petit Buronzan ou un petit Alka-Seltzer, on va voir, hein, pour la gueule de bois. Rosa, comment tu vas? Fort bien, merci. Toi aussi, tu as besoin d'un Buronzan ou ça va? Je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Très bien, on est en forme. Bravo. Bon, vous avez remarqué que Rosa n'a pas beaucoup dormi, tout comme sa collègue Lina qui n'avait pas beaucoup dormi hier, hein, avec l'interview que nous avons fait sur le Venezuela. On va commencer. Est-ce que, Pierre, tu peux nous mettre un petit peu en contexte cette élection? Elle est particulière, cette élection en Chili, parce qu'elle fait suite à tout un bouleversement politique qui n'est pas récent, qui a déjà maintenant 2 ans. Est-ce que tu peux nous faire une brève chronologie, ou en tout cas nous expliquer le contexte dans lequel ont eu cours ces élections du 21 novembre au Chili? Alors, ces élections, qu'elles soient présidentielles, régionales, législatives, sénatoriales, se sont tenues régulièrement à la bonne date. Je dirais contrairement aux deux élections précédentes qui, elles, venaient directement d'un contexte particulier, celui de l'explosion sociale, qui a eu un débouché politique, le référendum pour une nouvelle constitution, et suite à l'adoption par les Chiliens d'une demande d'une nouvelle constitution, il y a eu des élections pour la convention constituante au Chili. Donc, c'était des élections non programmées il y a 2 ans, alors que l'élection d'aujourd'hui, même si elle suit les deux autres, même si elle vient après le mouvement social, est une élection régulière et ordinaire. D'accord. Alors, il y a eu, Pierre, il y a eu aussi, entre-temps, entre l'élection à la constituante et ces élections-là, il y a eu l'organisation de primaires au sein de la gauche et il y a eu une première surprise parce que finalement, certains observateurs attendaient à ce que Daniel Jadwe, donc un maire communiste de la banlieue de Santiago, soit élu et soit le candidat du Rassemblement de la gauche et il n'en a pas été ainsi. Est-ce que tu peux revenir sur l'épisode des primaires? Alors, les primaires. Celui qui voulait les primaires, avant tout, c'était le Parti communiste. Il était très clair là-dessus. Il ne souhaitait pas présenter un candidat en tant que candidat du Parti communiste. Il voulait présenter un candidat qui représente l'ensemble du mouvement social et donner un débouché à ce mouvement social, un débouché politique. Donc, il a demandé, il a cherché à ce qu'il y ait les primaires les plus ouvertes possibles, avec néanmoins une condition,
que l'ensemble de ceux qui y participent s'inscrivent dans une logique anti-néolibérale. Donc, dans ces primaires, à un moment donné, a failli s'inscrire le Parti socialiste et à la dernière seconde, il a renoncé. Se sont donc trouvés en face à face Daniel Jadot et Gabriel Boric. Même au sein du Frente Amplio, ce n'était pas évident que ce soit Gabriel Boric pour des tas de raisons. Et Boric est allé un peu à la bataille, pas forcément de plein gré. Et c'est lui qui l'a emporté à la surprise générale, avec une primaire dans laquelle il y a eu beaucoup de votants. Il y a eu 1 700 000 votants, et ça sera rapproché du score de Boric hier, qui a eu 1 800 000 votes. Donc, ces primaires ont été une surprise parce que tout le monde attendait la victoire de Daniel Jadot. Et finalement, ça a été une défaite, et une défaite forte, pas une défaite 51-49, 52-48, sur lequel on peut se dire ah si. Non, ça a été 60-40. Et donc, quelles ont été les implications dans la candidature unique, finalement, de cette gauche de changement? Je dirais qu'il y a, dans un premier temps, il n'y a pas eu de changement, dans la mesure où le Parti communiste était engagé à bagarrer et à lutter pour celui qui arriverait en tête, même s'il pensait que c'était Daniel Jadot. Et immédiatement après la victoire de Gabriel Boric, il a confirmé son appui total et il a joué le jeu jusqu'au bout. Alors, il est certain que ça a laissé des cicatrices dans un premier temps au sein du Parti communiste, qui se demandait un peu ce qui s'était passé. Mais malgré ça, le Parti communiste a joué à fond la loyauté et à la fidélité à ce qu'il avait dit lui-même, le soutien donc au vainqueur de la primaire. Ok, et alors, bon, après cette primaire, on est progressivement rentré en campagne. Rossa, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vu dans cette campagne? L'ambiance, est-ce que c'était une campagne intéressante? Est-ce qu'on débattait d'idées? Est-ce qu'il y avait des gens dans la rue? Est-ce que c'était une campagne sale? Est-ce que tu peux nous résumer ce que tu as vu à Santiago et dans les autres villes du Chili? Il me semble que tu es allé aussi dans le sud du pays. Raconte-nous cette campagne électorale. Moi, il m'a semblé que c'était une campagne assez terne. Il y avait assez peu d'événements, en tout cas pas d'événements populaires de grande ampleur, ni même de moindre ampleur qui ont été organisés, ou alors très peu. C'était très peu visible aussi dans les rues. Il n'y a pas eu d'initiative ou même tellement d'affichage. Les affiches étaient par terre, déchirées. Je crois qu'il y a la pandémie de Covid-19 aussi qui pèse énormément sur le fait que cette campagne ait été aussi terne. Beaucoup de choses se sont jouées sur les réseaux sociaux. Et là, effectivement, il y a eu toute cette stratégie qu'on connaît de l'extrême droite, dont avait déjà usé Bolsonaro, dont a usé Trump, de diffusion de fausses nouvelles, où le candidat de gauche à l'élection présidentielle, mais les candidats de gauche étaient absolument salis, traînés dans la boue. On leur imputait tout un tas de choses fausses. Il y a d'ailleurs toute une controverse en ce moment sur l'usage de bots par l'extrême droite dans cette campagne. Et là, évidemment, on est dans la réplique d'une stratégie qui existe complètement à l'échelle globale. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a vraiment une différence de mobilisation politique, en tout cas de mobilisation électorale entre les secteurs populaires et la bourgeoisie. Je peux te dire, par exemple, que hier, j'ai un peu fait le tour des bureaux de vote et dans des endroits extrêmement différents. C'était disons, dans les quartiers plus populaires. Je suis allée à San Miguel,
qui est un quartier, une commune assez déshéritée du sud-ouest de Santiago. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont expliqué qu'ils n'entendaient pas aller voter parce qu'ils sont dans un divorce complet avec la politique telle qu'elle se pratique avec les partis traditionnels. Et cette rage disons, contre les formations traditionnelles qui s'est exprimée de manière extrêmement forte pendant le mouvement populaire et qui n'épargnait pas les formations de gauche. Cette rage, elle existe toujours à froid et elle s'est traduite par une abstention massive. On est en train de regarder un peu les chiffres là. José Antonio Caz, donc le candidat d'extrême droite, fait un peu plus d'1,6 million voix. Le approebo, le oui à la nouvelle constitution en 2020 faisait à peu près la même chose. Donc les gens qui avaient voté oui à cette nouvelle constitution ne se sont pas déplacés. En revanche, dans les quartiers UP de Santiago, il y a eu une mobilisation extrêmement forte de secteurs beaucoup plus riches qui eux, on tenait là une sorte de revanche aussi par rapport au cycle ouvert par la révolte de 2019 avec le référendum, l'élection de la constituante et tout ce qui a suivi. Je crois qu'il y avait une volonté extrêmement forte des classes privilégiées, des milieux d'affaires, de la droite et de l'extrême droite, de refermer ce cycle qui ouvrait des possibilités politiques menaçant leurs intérêts. Et donc, tout a été, disons, mis en œuvre pour pouvoir refermer ce cycle. Et Cast lui-même est le produit de ça, puisqu'il a surgi de nulle part il y a un mois tout juste, et pendant un mois, on lui a tendu tous les micros, il était sur tous les écrans, omniprésent sur les réseaux sociaux, caracolant en tête des sondages. Donc, ce n'est pas non plus une surprise, son arrivée en tête du premier tour, puisque elle était annoncée par ces enquêtes d'opinion successives. Donc, je crois qu'il y a eu une volonté des milieux décideurs de trouver une espèce de joker dans ce candidat d'extrême droite, parce que la droite qui gouverne aujourd'hui, qui est incarnée par Sébastien Piñera, est complètement démonétisée. Elle l'était déjà avant l'affaire des Pandora Papers qui a révélé ce scandale de corruption et d'évasion fiscale dans lequel est impliqué le président chilien sortant, a achevé de ruiner complètement son image politique, sa réputation. Son dauphin, Sébastien Sichel, en a souffert. Il a traîné ça comme un poulet. Et donc, l'électorat conservateur traditionnel s'est reporté de manière extrêmement importante sur Cast. Son ascension, elle s'explique très directement par l'effondrement du candidat de la droite traditionnelle. Oui, eh bien alors, justement, je reviens là-dessus. Alors, je répète un peu les résultats, non, de ce premier tour au Chili. Donc, Juan Antonio Cast, donc l'extrême droite, l'ultra-droite, arrive en tête avec donc 28%. Deuxième, Boric, donc cette nouvelle gauche, ce nouveau progressisme, on y reviendra, arrive deuxième avec 26%. Troisième, un candidat par ici qui n'était même pas au Chili, qui a fait campagne depuis les États-Unis, qui arrive donc troisième avec 13%. Ensuite vient les partis dont la démocratie chrétienne, la concertation, donc les vieux partis traditionnels chiliens avec 12%. Et puis ensuite une autre gauche avec Marco Enrique Zominami à 7,5%. Il me semble que j'oublie personne. Si j'oublie une gauche très très radicale, Artes qui fait 1,5%. Donc voilà le panorama général. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai écouté le débat, alors jusqu'au bout de l'ennui, parce que c'était quand même très chiant. Donc le débat présidentiel qui a eu lieu quelques jours avant le premier tour. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression de voir finalement une certaine, en tout cas sur énormément de thèmes sociétaux, comme le droit des femmes, l'avortement, la défense de l'environnement. J'avais l'impression d'avoir une certaine homogénéité, avec certes des différences, entre tous les candidats, sauf Cast.
Et j'avais l'impression que tout le monde était un peu en train de tomber sur caste. J'avais l'impression de voir caste contre la caste. Et je pense que cela l'a un peu favorisé, évidemment, parce qu'il arrivait à se faire passer pour le candidat de l'anti-establishment, ce qu'il n'est pas, évidemment, puisqu'il défend les intérêts des dominants au Chili. Pierre, qu'est-ce que tu penses de cela? Bon, d'abord, je vais revenir une seconde sur le point précédent. Je dirais qu'il y a eu une opération caste. Sichel a été élu dans les primaires de la droite en juillet. Jusqu'en septembre et même début octobre, il était toujours le candidat officiel de la droite. Et à un moment donné, on a l'impression que la droite a décidé, en plein milieu de la bataille, de changer de cheval. Donc, dès ce moment-là, tous les jours, des députés, des sénateurs, des hommes politiques de la droite annoncent leur soutien à Caste. Il y a comme un retournement qui s'est fait de façon assez brutale. On pourrait le vérifier sur les sondages, mais il y a une opération politique, elle sera sûrement un jour à étudier par les sociologues et les historiens, comment on fabrique à un moment donné, en 3 semaines, un candidat pour qui il arrive en tête. Il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ce que tu dis sur le débat est en partie juste. En même temps, sur des questions telles que les questions des droits des femmes, les questions de l'avortement, le fait que quasiment tous les candidats aujourd'hui, sauf Caste, annonçaient leur soutien au droit à l'avortement, montre aussi une évolution très profonde de la société chilienne en quelques années. Un débat comme ça, il y a 5 ans, avant le mouvement social, était impossible. Caste n'aurait pas été isolé. Au contraire, c'est celui qui aurait défendu le droit à l'avortement qui aurait été tout seul et la cible de tout le monde. Oui, mais justement, cette évolution, elle fait aussi en sorte qu'il est à un pied du palais de la Moneda, le caste en question. Je ne pense pas que ce soit ça qui l'ait poussé spécialement. Non, c'est sûr. La campagne qu'il a menée, justement, en quelque sorte, c'est la première fois que publiquement, il était amené à parler du droit des femmes ou de l'avortement. Parce que tout ça, c'est dans son programme, mais sur son programme, il n'en parle jamais. Il ne parle que de terrorisme, délinquance, narco, terrorisme, délinquance, narco, etc., en boucle. Et c'est là-dessus qu'il a bâti sa campagne. La campagne de Caste, d'une certaine manière, elle est très pauvre. Tous ces thèmes, économiques et autres, il ne les aborde pas. Il dit des généralités, histoire de ne pas se tromper, et point. Et son programme, surtout, il le gardait caché. Donc, c'est vrai qu'un des enjeux là de la bataille du deuxième tour, ça va être de dire, mais voilà, Caste, c'est ça qu'il veut. Et le dire vraiment, lui mettre son programme, pas sous son nez, parce que lui, il s'en fout, mais sous le nez de tous les Chiliens qui pourraient basculer et maintenant voter Boric contre le fascisme. Oui. Alors, juste là-dessus, Romain, si tu permets, pour répondre un peu à ton jeu de mots, Caste, c'est un membre éminent de cette caste économique et politique qui se comporte comme si elle était propriétaire du Chili. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que je partage complètement ce que dit Pierre, c'est-à-dire que Sichel, quand il affiche une ouverture à une légalisation de l'avortement, et ça, il appartient quand même à une majorité qui a fait entrave à la conquête de ce nouveau droit. Et c'est bien la mobilisation massive des femmes chiliennes, des femmes des milieux populaires, parce que ce sont ces femmes-là qui pâtissent le plus de l'interdiction d'un droit comme celui-là, fait que tout l'échiquier politique quasiment est obligé de prendre en considération ces questions-là. Alors, je crois qu'il y a eu ici, comme ailleurs dans le monde, toute une génération, une jeunesse qui aspire à des libertés nouvelles et que ça s'impose dans le débat politique. D'une certaine manière,
ces demandes-là, elles ont trouvé une sorte d'issue politique dans la Convention. Mais par contre, et je crois que c'est là le nœud du problème, les demandes sociales sur la question des revenus, la question des services publics, la question du droit à la santé, du droit à l'éducation, toutes ces demandes sociales-là qui étaient extrêmement fortes. Il y a eu un rejet massif dans la rue du modèle économique néolibéral tel qu'il a été expérimenté ici au prix du sang, de la violence, des disparitions, de l'horreur de la dictature. Il y a eu un rejet de ce système-là, mais aucune espèce de réponse n'a été apportée à ces demandes sociales. Et c'est ce qui explique en partie cette espèce de retrait des classes les plus défavorisées, des milieux populaires, de cette séquence électorale. Alors aujourd'hui, la gauche et la gauche que rassemble et qu'incarne Boric parie sur une remobilisation politique. Moi, je crois que ça va être difficile parce qu'on ne répare pas une fracture politique de cette nature-là, de cette profondeur-là, en un mois de campagne d'entre-deux tours. Donc, je pense qu'il y a une partie de l'électorat qui a boudé les urnes, qui va se mobiliser au second tour. Est-ce que ça va faire la différence? C'est pas forcément gagné, mais les élections présidentielles au Chili, historiquement, elles se sont toujours jouées à très très peu de voix au second tour. Et une dernière idée que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a une base extrêmement réactionnaire historiquement au Chili, et il faut se souvenir que le plébiscite, Pinochet le perd, mais il a 44% d'approbation à ce moment-là. Et donc, cette base politique-là, très profondément ancrée, elle est là. Je crois aussi que la question ces questions qui ont été portées, pas seulement par Cast, mais le président sortant Piñera l'a beaucoup aidé dans sa campagne là-dessus, ces questions de la sécurité, du rappel à l'ordre, la fable du terrorisme dans le Sud, par exemple, ça a pris dans les régions du Sud, l'Araucanía, le Biobío, partout l'état d'urgence à visée électorale qui a été décrété par le président sortant, la droite dure l'emporte extrêmement largement. Donc il y a ce ressort-là, et puis je crois que ces effets de rappel à l'ordre, ils ont existé ailleurs dans d'autres contextes avec des mouvements sociaux et politiques extrêmement profonds qui ont suscité des changements culturels sans forcément enclencher automatiquement de mécanique électorale. D'accord pour ça, parce que là, je vous entends parler de profonds changements culturels dans le Chili, etc. On a quand même le pire de la réaction chilienne aux portes du palais présidentiel. Enfin, sur le débat effectivement sur l'avortement, où tout le monde était plus ou moins d'accord, sauf lui d'ailleurs, on n'a pas l'impression que le type qui va gagner, c'est le seul qui s'y oppose. Ça, c'est un exemple. Moi, j'avais plutôt cette impression aussi de voir, et ça ne concerne pas seulement le Chili, mais le Chili est un bon exemple, de ce nouveau progressisme, comme l'a appelé le Colombien Gustavo Petro, qui lui d'ailleurs jouit de très bons sondages ces derniers jours, où finalement une certaine gauche abandonnait une perspective nationale populaire assez conservatrice sur des thèmes sociétaux pour s'adonner aux défenses des minorités, à des thèmes sociétaux et à des segments précis de la population. Et je pense que précisément ce discours qui était un peu porté au Chili par Boric, qui concerne et qui peut se mouvoir assez facilement au sein d'une classe moyenne intellectuelle urbaine, et bien surtout à générer des réactions épidermiques chez des secteurs majoritaires de la population qui se sont considérés comme des minorités agissantes. Je m'explique.
lorsque tu fais campagne sur les droits LGBT, par exemple, ou trans, eh ben, tu peux générer des réactions épidermiques chez la majorité qui est hétérosexuelle. Quand, par exemple, nous avons vu cette photo magnifique que nous avons publiée sur nos blogs, sur nos sites web ou sur nos réseaux sociaux de la Place Adignida avec l'obélisque, le coucher de soleil et le drapeau mapuche en haut de l'obélisque, donc ce qui effectivement était révélateur d'une certaine révolte, donc en octobre 2019, cela a pu aussi générer, chez certains Chiliens, une réaction épidermique vers le plus nationaliste chilien, donc en la personne de Cast. Je pense que effectivement, si on peut chercher dans l'appareil médiatique des raisons au décollage de Cast, je pense qu'il y a aussi un profond aussi mécontentement et une certaine radicalisation que l'on ne voit pas seulement au Chili, qu'on la voit aussi en Argentine, on l'a vu il y a quelques semaines avec le surgissement de Javier Milei, on le voit en France avec Zemmour, on le voit en Espagne avec Abascal, et à chaque fois, ces personnes ont un dénominateur commun qui est revendiquer un passé qu'on croyait pourtant révolu et que précisément un passé honteux. Alors la colonisation de l'Amérique latine pour Vox, le Pétain ou la colonisation de l'Algérie pour Zemmour en France, là la période Pinochet au Chili, et puis un ultralibéralisme complètement débridé, décomplexé, et se faire passer, je dis bien se faire passer, parce qu'évidemment ils ne le sont pas, pour des candidats anti-establishment. Il y a quelque chose qui se rapproche, et à chaque fois, on a l'impression précisément qu'ils gagnent aussi leur voix parce qu'il y a une réaction épidémique par rapport à une certaine gauche, une gauche, un nouveau progressisme qui vient de naître ou qui aurait une dizaine d'années et qui se serait distancié de ce qu'était la gauche, en tout cas en Amérique latine, la gauche latino-américaine du début du 21e siècle. Pierre, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Je crois que nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, avec Rosa, je le sais que nous ne le sommes pas, mais je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que ça peut expliquer le surgissement de Caste et comment Boric s'est dégonflé? Non, je ne le vois pas comme ça. Ah bah, tant mieux, ça fait un débat. Voilà. Il y a eu une chose aux précédentes élections, il y a eu une augmentation de la participation, en particulier des jeunes et dans les milieux populaires. Et pour les élections des délégués à la Convention, on a vu surgir 3 listes d'indépendants qui ont réuni à elles seules le tiers des voix. Il y a ici un énorme rejet de la classe politique au Chili, ça c'est clair, hein, tous les mêmes, il faut qu'ils dégagent tous, etc. Sur lequel pourrait facilement, effectivement, surfer un populisme de droite. Tout à fait. Jusqu'à là, on est d'accord. Voilà. Dans cette élection présidentielle, les indépendants n'ont pas été présents. Ils n'ont pas été présents parce que les 3 listes indépendantes qui étaient représentées à la Constituante, une, en quelque sorte, c'était des indépendants très proches du PS, du PPD, c'était leur aile gauche, mais ils étaient indépendants, point. Très léger. Il y avait une autre liste indépendante qui était à la fois régionaliste, écolo, enfin, pas très clair, pas avec un projet politique global. Il restait la liste del Pueblo qui était la plus importante et qui continue à avoir une certaine influence. Quand ils ont voulu présenter un candidat, ils étaient prêts à soutenir Radoé à un moment donné. On sentait que pourquoi pas lui, si. Hein. Quand ça a été Boric, ils sont revenus en arrière, ils ont fait à la dernière seconde une tentative de primaire interne pour désigner quelqu'un, mais ça s'est terminé dans une confusion et dans la tricherie la plus totale. Ce qui veut dire que la liste del Pueblo, là, au mois de juillet, a souffert 2 graves soucis d'éthique, alors que s'ils avaient été soutenus,
s'ils avaient eu autant de voix, c'était parce qu'ils représentaient la promesse de faire de la politique autrement. La veille de l'élection, dans la semaine qui a précédé, le parti de Gabriel Boric, Frente Amplio, enfin une déformation, il s'est révélé qu'ils avaient commis un certain nombre d'irrégularités concernant les frais de campagne et ça a encore aussi alimenté l'idée que ces politiques, tous les mêmes. Donc, absence des indépendants, scandale qui touche les nouvelles formations, on a tous les éléments pour qu'un certain nombre de gens ne soient pas venus voter. Je veux dire, et ceux qui ne sont pas venus voter, clairement, ils seraient venus voter Boric. Ça, je Oui, oui. mets en réserve parce que... Oui, mais tu mets en réserve, mais c'est dans les quartiers populaires, ce sont les jeunes qui ne sont pas venus, et on l'a bien vu au moment du référendum ou au moment des élections à la constituante, on voit bien de quel côté ils ont penché. Ils n'ont pas penché à droite. Donc, ici, et comme dans beaucoup de pays, tant que la gauche ne retrouvera pas le chemin, j'allais dire, du militantisme et d'aller sur le terrain pour expliquer, organiser, etc., on va laisser des tas de gens au bord de la route. En gros, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Oui, alors ça... Alors, je voudrais revenir toujours par rapport au parti de Gabriel Boric. Historiquement, il s'est constitué il n'y a pas très, très longtemps, c'était en 2016, et ça a été un regroupement de tas de petites formations de gauche, de différents groupuscules. Ils étaient 12 ou 15 au début, puis ils ont fusionné entre eux, ils ont élaboré un programme. Le Frente Amplio, parce que certains le comparaient en France, à la France insoumise, ça n'a rien à voir. C'est une fédération de partis. Et c'est un fonctionnement ensuite avec une espèce de comité de direction, avec des représentants de tous les partis. C'est un peu complexe, mais chacun de ces partis est réellement un micro-parti. Et la plupart des dirigeants de cette formation, du Frente Amplio, sont issus du mouvement des étudiants de 2011. C'est hyper daté, c'est un groupe très précis, et en quelque sorte, ce groupe, c'est aussi l'élite. Ceux qui font des études, quand même, au Chili, il faut les payer, même s'il y a beaucoup plus d'étudiants aujourd'hui qu'auparavant. Ça n'empêche que, par rapport aux classes populaires, ça reste ceux qui auront les diplômes et les bons salaires. Oui, donc ça explique aussi pourquoi Boric s'est un peu dégonflé, et ça explique pas forcément aussi pourquoi c'est Cast qui en a bénéficié, pourquoi Cast est passé de 7% en septembre à donc 28%. Rosa, est-ce que tu voulais rebondir un peu sur ce que j'avais dit, sur l'analyse de Pierre, et est-ce que tu pourrais aussi essayer de tenter de nous expliquer pourquoi c'est Cast qui a tiré les marrons du feu? Alors, d'abord, je crois qu'il n'y a pas de contradiction forcément entre les demandes de liberté et les demandes de justice sociale, d'égalité. Et chez une seule et même personne, tu peux trouver les deux qui sont exprimés extrêmement fortement. On a rencontré par exemple avec Pierre une constituante extrêmement intéressante, la plus jeune membre de la convention constituante. Elle vient d'un quartier extrêmement populaire, Ñuñoa, je crois, il me semble. Pierre, tu me dis si je me trompe. Elle a tenu un discours d'investiture quand elle est rentrée dans cette assemblée extrêmement émouvant qui a ému tout le pays. Elle vient d'un milieu, d'une population extrêmement déshéritée. Sa famille a été persécutée pendant la dictature. Elle-même est militante féministe. Elle défend les droits de ceux que ici on appelle les dissidents sexuels. Et il n'y a absolument aucune espèce de contradiction. Elle fait ce travail social dans son quartier, dans son
dans sa commune, etc. Et je crois que les communistes chiliens aussi, il faut le souligner, ils sont dans ce travail social, c'est eux qui apportent à cette coalition, à Pueblo Dignidad, l'ancrage dans ces secteurs populaires. Et Radoué en est le meilleur exemple, puisqu'il développe une politique de protection sociale là où l'État a abandonné les populations, qui est absolument incroyable. Et on a pu nous-mêmes le constater en allant à l'école d'État, visiter la pharmacie sociale, l'optique populaire, etc., etc. Et c'est un travail extrêmement important. Il faut dire que on est ici dans un pays où la classe ouvrière, les classes populaires ont pris des coups inimaginables. Pas seulement en termes de démolition des droits sociaux, des garanties collectives, etc. Mais ce qu'a attaqué la dictature, c'est la capacité même des gens, des milieux populaires, des ouvriers à s'organiser. Mmh. Et c'est extrêmement difficile de rebâtir tout ça. Après la dictature est venu le gouvernement de la concertation qui n'a pas radicalement changé ça. Leur priorité n'était pas forcément la participation politique, la participation populaire. Et donc, c'est ça qui est en train de se reconstruire. Et je voudrais dire quand même que Boric, mais aussi d'autres figures comme la communiste Camila Vallejo et tout, qui appartiennent à la même génération, ce sont eux qui sont à l'origine des plus grands mouvements sociaux post-dictature. Souvenons-nous des mouvements étudiants, des mouvements de ceux qu'on appelle les pingouins, les mouvements des élèves qui demandaient une éducation gratuite, de qualité. C'est cette génération-là qui est retournée dans la rue, qui a remis en route des mouvements sociaux au Chili, là où tout était par terre. Et ils viennent aussi, eux, de cette histoire-là. Et donc, ils sont à la fois porteurs de ces demandes sociales et des demandes de liberté qui irriguent aussi la réalité sociale chilienne. Alors, D'accord. pourquoi Enfin, ils ont remis tout le monde dans la rue, mais là, on en a un des exemples, puisque Boric, comme le rappelait Pierre, vient de cette génération-là. Et enfin, moi, je comprends tout ça, mais j'aimerais comprendre aussi, écouter votre analyse du pourquoi le pire de la droite chilienne, l'ultra-droite, celle qui revendique ouvertement la dictature et les valeurs de la dictature de Pinochet, c'est-à-dire précisément ce que tu dénonçais, pourquoi c'est cette droite qui est en passe de gagner l'élection présidentielle. Alors, on ne sait pas, hein, on terminera là-dessus, mais Mais en tout parce cas, elle est que je bien. crois que Pierre l'a assez dit, il l'a dit assez nettement, c'est aujourd'hui le choix de la droite, de la bourgeoisie, des médias dominants. Il a été porté d'une Oui, mais manière qu'on ne peut pas imaginer. Et les milieux économiques ont décidé que c'était lui. Je te donne juste un exemple. À non, la mais veille du moi, ça me scrutin, suffit pas cet exemple-là, parce que oui, mais sinon, tu parce que n'écoutes pas sinon, mon il y aurait des. explication. D'accord, bah, je l'explique. À la veille du scrutin, tu as El Mercurio, qui est vraiment la caricature des médias dominants, qui met à sa une. Il pourrait y avoir au Chili l'an prochain 13% de croissance, ce qui est absolument délirant comme prévision, mais il pourrait aussi y avoir une récession technique. Et en fait, c'est une véritable menace. C'est si la gauche gagne, on ferme les robinets et c'est terminé, on sabote l'économie et tu n'auras aucune espèce de marge de manœuvre. Et cette menace-là sur des gouvernements qui veulent transformer des choses, cette menace économique, elle existe. Je veux dire, les coups d'État avant, ils se faisaient avec des chars, avec des tanks, maintenant ils se font avec les banques. Et une fois que les milieux de la finance ont décidé que ta marge de manœuvre, elle était réduite à néant, elle est réduite à néant. Et donc il y a cette bagarre-là qui existe. Et effectivement, la carte des classes dominantes aujourd'hui au Chili, c'est caste. Alors après, D'accord. pourquoi est-ce qu'il mobilise, encore une fois, ce discours de l'ordre? Il a rassemblé pas seulement des gens extrêmement conservateurs ou totalement réactionnaires, etc. Il a aussi séduit certains qui sont confrontés à des faits de délinquance, au narcotrafic, à des problèmes comme cela, mais qui aussi sont archi amplifiés.
Idem, une des choses qui a joué en faveur de Castres, on en parlait avec Pierre tout à l'heure, à l'occasion de la célébration des 2 ans de la révolte, il y a eu une manifestation qui s'est passée le plus pacifiquement du monde ce jour-là, et puis ça s'est terminé en affrontement avec des choses incendiées, et ces images-là, elles ont tourné en boucle, mais comme si c'était Santiago à feu et à sang, les émeutes partout, etc. Elles ont tourné en boucle pendant les jours suivants. Et les gens du fin fond du pays qui voient ça, ils s'imaginent que la capitale est en train de brûler, que c'est le bazar, qu'effectivement il faut remettre de l'ordre et que ce n'est plus possible et qu'il faut une main de fer pour tenir le pays. Oui, mais Donc cet effet-là, est-ce que il c'est existe aussi. suffisant juste parce que si les milieux décideurs, les banques et les médias et certains politiciens décidaient que c'était caste, enfin, ou décidaient que c'était la droite, en réalité, ils le décident à chaque fois. Donc, on n'aurait jamais eu de Coréens, on n'aurait jamais eu de Chavez, on n'aurait jamais eu de Pedro Castillo au Pérou. Hein. Tous les médias sont alignés sur ce que disent la banque. Et de fait, c'est un seul groupe qui détient 80% des médias. Donc, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment cette ultra-droite, alors vraiment conservatrice, réactionnaire, dictatoriale, presse, a pu pénétrer finalement certains secteurs, parce qu'à 29%, c'est pas que l'élite bourgeoise qui a voté pour lui. Donc, Non, moi, la réflexion que j'essaie de me faire, évidemment, je pense que l'ordre est un des thèmes, parce que les gens n'aiment pas la violence, et que même si la violence aurait pu être compréhensible par rapport à la violence des forces de l'ordre dans le mouvement social de 2019, les gens se lassent très rapidement de la violence, ils veulent effectivement de l'ordre. Il y a aussi, je pense, un esprit du capitalisme qui fait que l'État n'est pas vu comme protecteur dans une grande partie de la population, qui se replie sur le familial, qui se replie sur l'individuel pour arriver à son salut collectif. J'essaie de trouver des éléments pour essayer de comprendre au Chili et ailleurs, soit dit en passant, pourquoi cette nouvelle droite qui est vraiment qui est neuve, hein, qui doit avoir 3, 4, 5 ans, qui est très organisée au niveau international. Je recommande un article fantastique de Rosa Moussaoui dans l'Humanité sur comment Vox, le parti fasciste espagnol, tend ses liens dans toute l'Amérique latine, et pas que d'ailleurs. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que ce discours, ce récit politique réussit à trouver un public et un public conséquent. Donc là, je reviens avec toi, Pierre. Est-ce que tu peux, alors d'une part, essayer de nous répondre à cette question sur Caste, comment il a décollé, on va dire, et quelles seraient les perspectives ou autour du deuxième tour, donc qui aura lieu le 19 décembre. je pense que quand la classe dominante décide à un moment donné, parce qu'elle avait d'abord choisi un candidat, Sichel, très bien, à un moment donné, elle a pensé qu'avec lui, elle n'y arriverait pas, que lui ne serait pas capable de l'emporter face à Boric. Donc, ils ont lancé Caste, et Caste, il représente l'extrême droite, effectivement, la plus fasciste. Il a un programme, mais qui est une honte, tout ce qu'on veut. Mais quand on écoute Caste, il est très gentil, il est séducteur, oui, tout à il fait. est aimable, il va parler de la famille. Et, ah, ma femme qui m'a tellement soutenu. Oh, je vais commencer par remercier Dieu qui est au-dessus de tout. Mais il ne le dit pas et en même temps, il dit, mais si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave, on peut partager. Je veux dire, il se présente comme... c'est pas un Hitler qui va te vociférer des discours pas possibles. Ça n'a rien à voir avec les leaders, même des Le Pen. Non, il est tout dans la douceur, la séduction, le sourire. Et en plus, il ne parle pas de ce qui pourrait choquer. Il n'a jamais parlé de l'avortement dans tous ses discours et toute sa campagne. Parce qu'il sait très bien que la majorité du pays a changé de position et que ça lui serait un poids. Donc, il ne parle pas de tout ça. Il parle juste de l'ordre, la justice. Il faut que le Chili vive en paix. Nous sommes un peuple de travailleurs. Nous voulons vivre en paix. Et quand tu entends ces discours,
il y a très peu de choses qui sont dites, en fin de compte. Mm. C'est Saramago qui, déjà il y a longtemps, expliquait que les nouveaux dirigeants fascistes ne seraient pas comme les anciens. Ils seraient des gens pleins de bonté, de fraternité, etc. Apparente, Ils oui, tout auraient à la fait. main, le cœur dans la main. Enfin bon, je veux dire, ça aussi, il faut l'intégrer pour se dire, on a à la fois affaire à des groupes qui, derrière, sont prêts à toutes les violences. Hein. Euh, Cast s'est bien gardé de dire quoi que ce soit, mais en même temps, son numéro 2 explique que la justice peut se tromper, que Krasnov, un des pires criminels, un des plus sadiques, tortionnaires, qui a été condamné à plus de 800 années de prison, puisqu'au Chili, ça se cumule, contrairement au système français. La justice pourrait se tromper. Si elle peut se tromper, on peut réparer. On est des gens bien. Elle peut se tromper, bon, eh ben on va le gracier, comme ça, il n'y aura pas de souci. Hein. Mais je veux dire, tout ça, c'est pas un truc brutal. Non, on ne revendique pas la torture, on ne dit pas ci, on ne dit pas ça, non. Casse dit lui-même, et s'il y a eu des excès, il faut les condamner. Point. Et on passe à autre chose. Et je veux dire, on a donc affaire là aussi à une forme de discours fasciste différent. On n'a pas la forme, tu le vois comme ça pour un discours ordinaire, tu ne Oui. l'identifies pas spontanément, directement, comme le représentant de Pinochet. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, dans le Voilà. débat, je me rappelle, je crois que c'est avec toi, Rosa, que j'en ai parlé. J'avais dit à Rosa, c'est vraiment le type que tu as envie d'inviter à Noël, hein, dans ta famille. Il est effectivement très calme, Moi, non, mais très classe. Comment? Toi, non, mais non, évidemment. Mais parce que tu n'invites que des pouilleux, alors, ma belle. Des pouilleux. Je serais très fier d'y être invité. Mais... Non, non, mais je veux dire, le type présente C'est pas bien. assez pouilleux. Il est, il est très calme et effectivement, il fait penser, par exemple, un petit peu à Guillermo Lasso, par exemple, en Équateur, qui avait. Et donc là aussi, il y a aussi des stratégies, hein, de marketing politique, de consultants qui, effectivement, poussent dans cette direction et finalement laissent le conflit et le conflit social aux candidats progressistes, vieux ou nouveaux. Euh, Quelles vont être les perspectives? Est-ce que Boric peut encore gagner déjà, hein? Est-ce qu'on ne va pas être pessimiste? On va ouvrir une bouffée optimiste? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, qu'est-ce qui va se passer avec la constituante si gagne l'un ou l'autre? Rosa, peut-être que tu peux commencer. Et alors, les premières enquêtes d'opinion, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, donnent les deux candidats un peu au coude à coude, mais avec encore une bonne partie de l'électorat toujours en retrait. Donc, cette bataille des abstentionnistes, elle va se jouer là. Après, je pense que sur le papier, Cast gagne. Mais ce n'est pas du tout si évident que ça. Par exemple, il n'est pas du tout évident que la totalité des électeurs de Parisis se reportent sur lui, parce que les ressorts de ce vote-là vont au-delà de son ultralibéralisme un peu populiste comme ça. C'est un type en fait qui apprenait aux gens à magouiller avec les AFP, c'est-à-dire à pirater un peu le système à la limite de la légalité. Donc les motivations du vote, elles ne sont pas forcément très idéologiques pour Parisis. Du côté de la démocratie chrétienne, Yasna Provost a immédiatement dit qu'elle ne souhaitait pas, enfin, elle a elle a appelé à voter critiqué Caste Boric. comme clairement, elle a appelé à faire barrage Hmm. aux candidats fascistes, quoi. Donc, est-ce que ça va convaincre les peut-être 20% de
ces électeurs qui pourraient être tentés de se reporter sur Castes, là aussi, il y a une vraie incertitude. Donc, il y a vraiment cette bagarre des abstentionnistes. Il y a des appels du côté de la gauche à retourner sur le terrain, à convaincre une à une les personnes qui n'ont pas voté. Donc ça, c'est une première dimension des choses. La deuxième partie Bah, de la ta deuxième, question m'échappe. on va la laisser peut-être à Pierre. La deuxième, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la constituante? Donc Pierre, Oui, peut-être alors que ça, tu... c'est Sinon, tu... Ah ouais, juste vas-y. là-dessus. Sur la constituante, il y a énormément d'inquiétudes. Le gouvernement sortant, déjà, était en guerre contre la constituante. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour entraver son travail, y compris sur le plan matériel. Il faut savoir que c'est une assemblée qui n'a pas de lieu propre pour pouvoir travailler. Les constituants n'ont pas de lieu où ils peuvent se réunir des gens qu'ils veulent inviter de l'extérieur pour garder cette connexion avec les mouvements sociaux, avec ce qui bouge dans la société chilienne. Et évidemment, Cast, et c'est là le paradoxe complet de cette élection, c'est qu'il représente le rechazo, c'est-à-dire les gens qui ont rejeté le principe d'une nouvelle constitution. Donc on imagine mal qu'il puisse laisser cette constituante continuer à faire son travail. Je crois que c'est aussi là un des enjeux politiques de cette élection, c'est que c'est le candidat dont le rôle sera de torpiller la convention constitutionnelle. Ok. Il y a aussi un autre détail en parlant d'Assemblée, c'est qu'on a vu les résultats de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il n'y a pas de majorité qui se dessine. Donc, le prochain président, quel qu'il soit, devra composer avec plusieurs forces au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pierre? Oui, ça c'est clair. Ça sera beaucoup plus facile pour Cast s'il est président, parce que, en gros, au Sénat, ça se joue à une voix près, et à l'Assemblée et chez les députés à 3 ou 4. Donc, il est facile pour la droite d'arriver à un accord avec quelques transfuges de la démocratie chrétienne, du PPD ou autre. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour la droite. Il y en aura beaucoup plus si c'est Boric qui devient président. Je voudrais revenir sur les possibilités de Boric de gagner encore. Je pense qu'elles sont réelles. En mars, le 8 mars 2020, juste avant la pandémie, juste après tout ce mouvement social, l'acte numéro 1, j'allais dire, de la saison 2 de l'explosion sociale, qui a été stoppé par la pandémie, c'était le 8 mars 2020. Il y a eu 2 à 3 millions de femmes dans les rues dans tout le Chili, des manifestations énormes. J'imagine pas, là, que ce mouvement des femmes, aussi puissant, ne reste, je dirais, l'arme au pied devant la menace que représente pour les femmes castes. Il veut supprimer le ministère des Femmes. Il veut l'avortement, il a dit très tranquillement, moi j'ai mon point de vue, mais je suis un démocrate, je laisserai la parole à l'Assemblée nationale. Réserver réserver les aides sociales aux femmes mariées. Il a même été plus retors que ça aussi sur l'avortement, puisqu'il a dit je laisserai la parole à l'Assemblée nationale, puisque je ne peux rien faire, je n'ai pas la majorité, on verra si je l'ai. Voilà, mais maintenant, avec quelques démocrates chrétiens, c'est sûr, c'est bloqué, c'est cuit. Donc, il va y avoir, je pense, dans les semaines qui viennent, aussi bien chez les jeunes, chez les femmes, aujourd'hui, c'est le président du syndicat du cuivre qui est intervenu de façon très forte pour dire mais le programme de Cast, c'est la privatisation de Codelco. Codelco, c'est l'entreprise qui représente 40% du cuivre chilien. C'est la dernière entreprise d'État au Chili. Donc, c'est dans le programme de Cast. On privatise ce qui n'a pas encore été privatisé, donc Codelco. Je pense que dans les semaines qui viennent, il va y avoir là une réaction anti-caste très forte qui va effectivement venir en appui à Boric. Si Caste gagnait, pour l'Assemblée nationale, il peut mettre plein d'obstacles. Il va faire… Pour la constituante. La constituante, pardon. Les obstacles, ça sera dire mais le droit à la propriété, la liberté des familles, la liberté de l'enseignement, etc., etc. Donc,
il pourra mener parallèlement aux travaux de la constituante tout un discours de dénigrement, toute l'organisation de campagne avec le poids qu'il aura en tant que président pour arriver à faire que au référendum de sortie, finalement, il y ait peut-être une majorité de non qui se dégage. Ça serait important. Ça va être très important parce que si jamais la constitution nouvelle n'était pas adoptée, on continuerait en attendant avec l'ancien système, plus ou moins, avec les règles fixées, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et par contre, si la nouvelle constitution est adoptée, ça va demander de nouveau des élections générales, aussi bien pour la présidence que pour le Sénat, s'il existe toujours dans la nouvelle mouture, la Chambre des députés, etc. Puisqu'on ne pourra pas avoir une constitution d'un côté et des institutions qui n'existent plus. Donc, tout à fait. Si la constitution est adoptée, ça veut dire que début 2023, il y aura des élections générales au Chili, en tout cas en 2023. Bon. Oui. Donc, c'est vrai que c'est important que Boric l'emporte pour que la constituante puisse aller jusqu'au bout. Et s'il a des obstacles sur sa route, à la limite, je dirais, ça sera des obstacles pendant 2 ans. Ça laisse le temps aussi à la gauche de travailler. Exactement. Bon, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait un bon. Il y a beaucoup d'éléments. Vous avez donné beaucoup de clés d'analyse pour éviter d'alourdir un petit peu. Vous avez vu que je me suis bien porté, je me suis bien comporté. Je n'ai pas dévié sur l'international et sur les récentes déclarations ou les prises de position régionales de ce nouveau progressisme. Ça sera certainement une nouvelle, dans une autre interview, dans une autre opportunité. En tout cas, je vous remercie, bien évidemment. Rosa, merci d'avoir été là, merci encore une fois. Merci à toi. Et Pierre, merci beaucoup aussi. Merci. Et il faut dire, le PC a 12 députés, dont 9 femmes. Voilà, bon. Très bien. Et voilà. Écoutez, merci aussi à vous qui nous regardez. Donc, comme vous le savez, les dominants, s'ils ont choisi caste, les dominants et les banquiers n'ont pas choisi les deux rives. Et aucun milliardaire ne nous finance. Donc, j'en profite pour faire évidemment un appel à contribution pour que cet autre son de cloche, cet autre point de vue, si nécessaire, pour vous forger votre propre opinion, cette voix discordante que sont les deux rives ne s'éteigne pas. Donc, nous vous invitons à aller sur notre site www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur « Soutenez-nous » et de contribuer dans la mesure de vos moyens. Voilà, je vous remercie et il y aura évidemment aussi une prochaine vidéo puisque le dimanche 28 novembre rouge continue puisque nous irons au Honduras. Il y a des élections présidentielles et législatives. La gauche est bien placée. La candidate Xiomara Castro, qui propose elle aussi une assemblée constituante, pourrait l'emporter ce dimanche. Donc, nous vous ferons aussi une émission d'analyse sur ce qui va se passer au Honduras. Voilà. Merci à vous tous. Et encore une fois, Rosa, Pierre, bisous. Et Rosa, on prépare quelque chose. Je viendrai quand même chez toi si ce n'est pas à Noël. Ça sera dans une autre date. Bisous à tous. Avec plaisir.